Lors de la première partie, nous avons vu comment fonctionnait de manière globale la technologie VPC. Au cours de cette deuxième partie, nous allons parler de VPC+. Pour comprendre VPC+, il faut comprendre la technologie Fabric Path. Et pour comprendre Fabric Path, il faut comprendre comment fonctionne le protocole de routage EaseEase. Du coup, on va procéder étape par étape. EaseEase est un protocole de routage à état de lien comme OSPF et utilise d'ailleurs le même algorithme Dijkstra pour déterminer le chemin le plus court pour rejoindre un réseau donné. EaseEase a été initialement conçu pour fonctionner sur les réseaux OSI, d'où le nom d'ailleurs de EaseEase pour Intermediate System, qui signifie un routeur, et N-System qui signifie par exemple un PC. Et sur un réseau OSI, chaque N-System et Intermediate System est identifié par son adresse NSAP, qui contient deux champs très importants, à savoir l'area où se trouve le device, mais aussi le System ID, qui permet d'identifier de manière unique le device. En général, on utilise l'adresse MAC pour renseigner le System ID. Et sur un réseau OSI, pour interface, on dira Local Circuit ID, et pour l'adresse MAC, on dira SNPA. Le protocole de routage EaseEase permet de faire du routage de niveau 1 et du routage de niveau 2. Le routage de niveau 1 est un routage entre intermediate systems qui sont dans le même area, alors que le routage de niveau 2 est entre intermediate systems qui sont dans des areas différents. Du coup, on va distinguer des routeurs purement niveau 1, des routeurs niveau 1 et niveau 2, et des routeurs purement niveau 2. Les routeurs purement niveau 1 ne maintiennent qu'une seule base de données contenant que des informations de niveau 1 et ne sont adjacents qu'à des routeurs qui appartiennent au même area. Alors que les routeurs de niveau 1 et niveau 2 maintiennent deux bases de données distinctes, une pour les informations de niveau 1 et une autre pour les informations de niveau 2, et ils peuvent être adjacents à des routeurs appartenant à différents areas. Alors que les routeurs purement niveau 2 peuvent être adjacents à des routeurs appartenant à différents areas, mais ne maintiennent qu'une seule base de données, une base de données contenant que des informations de niveau 2. Alors, le protocole de routage EaseEase utilise différents types de paquets. Il utilise les paquets Hello pour détecter les voisins. Il utilise les paquets LSP qui sont un peu l'équivalent des LSA en OSPF et qui contiennent les informations d'adressage et les informations topologiques. Il utilise les Complete Sequence Number PDU qui sont un peu l'équivalent des databases description en OSPF et qui contiennent un résumé de l'ensemble des LSP qui se trouvent dans la base de données EaseEase. Il utilise aussi les Partial Sequence Number Packet qui sont l'équivalent des paquets LSR en OSPF et qui permettent de faire la requête d'un LSP ou bien son accusé de réception. Du point de vue de EaseEase, il n'existe que deux types de réseaux. Soit c'est un réseau point à point, soit c'est un réseau broadcast. Comprenez ici broadcast égale multi-access. Alors EaseEase opère différemment en fonction des types de réseaux. Nous allons faire le focus sur le réseau point à point, car c'est le type de réseau qui est utilisé par la technologie Fabric Path. Alors, sur un réseau point à point, au démarrage, l'ensemble de la base de données d'état de lien est échangé entre les deux routeurs. C'est le fonctionnement normal de EaseEase sur un réseau point à point. Cela n'empêche pas les paquets CSNP qui contiennent les résumés de l'ensemble des LSP d'être échangés entre les routeurs, et les paquets PSNP pour faire la requête d'un LSP manquant et l'accusé de réception aussi d'être échangés. Les routeurs purement niveau 1 ont exactement la même base de données que tous les autres routeurs purement niveau 1 dans le même area, et les routeurs purement niveau 2 ont exactement la même base de données que tous les autres routeurs purement niveau 2. Et les routeurs niveau 1 et niveau 2 convertissent les informations de niveau 1 en niveau 2 et les envoient aux routeurs purement niveau 2. Au bout du compte, tous les routeurs sur le même area ont exactement la même base de données d'état de lien. Aussi, il faut noter que les routeurs qui ne peuvent pas joindre les autres areas installent une route par défaut sur leur table de routage qui pointe vers un ou plusieurs routeurs qui peuvent joindre les autres areas. Maintenant qu'on a une vue d'ensemble de comment fonctionne le protocole EaseEase sur un réseau point à point, on peut maintenant parler de la technologie Fabric Path. Déjà, sur Fabric Path, il y a un design qu'il faut respecter. C'est le design Spine and Leaf. Alors, les switches Spine sont des switches Nexus Backbone, cœur de réseau, et ils permettent d'interconnecter les switches Leaf. Alors, tous les Leaf doivent être connectés à des Spines. Il n'y a pas d'interconnexion entre les Spines et il n'y a pas d'interconnexion entre les Leaf. Exception à la règle que l'on va voir avec VPC+. Pour mettre en place la technologie Fabric Path, tous les ports qui permettent d'interconnecter les Spines et les Leaf doivent être configurés en mode Fabric Path. Du coup, on va distinguer deux types de ports. Il y a les Classical Ethernet ports qui sont des ports Ethernet normaux et il y a les ports Fabric Path. Un switch qui a des ports Classical Ethernet et des ports Fabric Path doit être configuré pour être root bridge,
pour tous les VLAN associés au port Classical Ethernet. La configuration de Fabric Path est très simple. La première étape consiste à installer la fonctionnalité et à l'activer. D'ailleurs, c'est l'une des rares fonctionnalités où il faut utiliser la commande FutureSet. La plupart des autres fonctionnalités, on n'utilise que la commande Future. Par exemple, pour activer les interfaces VLAN, on va utiliser Future Interface VLAN. Pour activer VPC, on va utiliser Future VPC. La deuxième étape consiste à choisir les VLAN qui doivent transiter sur le réseau Fabric Path. Donc VLAN suivi du numéro du VLAN, ensuite mode Fabric Path. Et ensuite, il suffit juste d'activer les ports qui doivent fonctionner en mode Fabric Path. Voilà, très simple. On a appris que sur Fabric Path qu'il y avait deux types de ports. Il y a les Classical Ethernet ports qui sont des ports traditionnels et il y a les Fabric Path ports. Alors, les VLAN Fabric Path ne transitent que sur les Fabric Path ports. Alors que au niveau des Classical Ethernet ports, on peut transporter les VLAN Fabric Path et les VLAN normaux. Alors, Fabric Path utilise le protocole de routage is comme contrôle plane. Du coup, tous les switches vont agir comme des routeurs is de niveau 1, interconnectés par un seul area, l'area 0. On a appris qu'au niveau du protocole de routage is, tous les routeurs au sein d'un même area avaient exactement la même base de données d'état de lien. Et il faut noter que sur Fabric Path, tous les switches ont un switch ID unique. Et chaque switch va encapsuler son switch ID dans un LSP et l'envoyer à tous ses voisins. En fin de compte, chaque device aura connaissance du switch ID de tous les autres devices. Et finalement, l'algorithme Dijkstra va faire son travail. Il va computer l'ensemble des LSP contenus dans la base de données d'état de lien pour déterminer le chemin le plus court pour joindre un voisin donné. Et va arriver à la conclusion que peu importe le lien qui sera choisi, on aura exactement le même coût. On parle alors d'equal cost multipath. Alors, une chose très importante à savoir sur la technologie Fabric Path, c'est le conversationnel MAC Learning. C'est-à-dire qu'un leaf switch n'enregistre l'adresse MAC source d'un paquet sur un port Fabric Path que s'il a connaissance de l'adresse MAC de destination sur un port Classical Ethernet. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait préalablement un serveur qui ait fait une requête ARP et que son adresse MAC source soit associée au port Classical Ethernet port. Parlons maintenant de l'encapsulation avec Fabric Path. Alors, pour qu'un paquet puisse entrer sur le réseau Fabric Path, il doit être encapsulé par une entête Fabric Path. Alors, l'entête contient le switch ID de destination, le switch ID source et le champ FTAG qui contient un champ très important, le champ TTL. Alors, la valeur TTL par défaut est de 16 ou 32 en fonction de la version de NixOS présente sur le switch et qui permet d'éviter les boucles de niveau 2. Alors, pour résumer, les ports interconnectant les spines et les leafs vont être configurés en mode Fabric Path et les ports interconnectant les leafs aux autres switches, par exemple l'FX ou bien à des serveurs, vont fonctionner en port Ethernet normal ou Classical Ethernet. Du coup, on aura une commutation avec adresse MAC au niveau des Classical Ethernet ports et une commutation avec switch ID au niveau du cœur de réseau Fabric Path. Maintenant qu'on comprend comment fonctionne la technologie Fabric Path, on peut comprendre comment fonctionne VPC+. VPC+, c'est la combinaison de VPC et de la technologie Fabric Path. Déjà, la règle du design disant qu'il ne doit pas y avoir d'interconnexion spine-spine ni d'interconnexion leaf-leaf n'est plus vraie avec VPC+. Puisqu'avec VPC+, il y a le lien peer-link qui permet d'interconnecter les deux switches. Et premier changement, ce lien peer-link, les ports du lien peer-link doivent être en mode Fabric Path. Et deuxième changement, on a vu qu'avec la technologie Fabric Path, tous les switches doivent être identifiés par un switch ID unique. Et comme la technologie VPC permet de faire apparaître deux switches physiques comme un seul switch logique vis-à-vis des autres switches, il faut créer un virtual ou emulated switch ID pour ce switch logique. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie consacrée à VPC et VPC+. On a parlé de pas mal de techno. Il est maintenant temps de sortir de notre data center et de voir les choses de manière beaucoup plus globale. On va parler d'interconnexion de data center avec VXLAN et OTV.